pourquoi j'ai prononcé le mot de Total, moi. Parce que ça y est, il suffit de prononcer le mot, ils sont tous... J'ai été énervé. Remontés comme des pendules, les gars. Bon, Aziz Seni, président d'Impact Real Estate. Salut Aziz, fondateur de Quartier d'Affaires. Nicolas Doucerin, président fondateur de Valumen, management de transition. Stéphane Van Nuffel, fondateur de netinvestissement.fr. Bon, bah allez-y, non, mais si tu veux vraiment parler de Total, vas-y, je veux pas t'empêcher de parler de Total, mais j'ai l'impression que tout a été dit. On est chacun dans une posture précise, on ne sortira pas de notre couloir de nage. Donc moi, effectivement, j'ai pris la position d'essayer vaguement et de défendre le droit de grève, mais a priori, non, ils n'y ont pas droit. Donc voilà, Aziz, j'ai vu que tu avais pris la défense de l'artisan oppressé. Voilà, donc... Écoute, qu'un mec qui fait 5000 balles par mois, oui, mais alors, et bloque Aziz, toute la France, moi, ça me dépasse. C'est ça ce truc qui est... L'entrepreneur, il est 3900 €. Moi, j'ai des copains qui dirigent des boîtes de transport, des enfants qui sont à la maison, etc. Bon, bah, c'est des dégâts collatéraux du mec qui a 5000 balles qui fait grève. OK. Et donc, c'est quoi le niveau à partir duquel on a le droit de faire grève? Parce que ça m'intéresse. Non, mais il y a aussi une autre façon de faire grève. Quel est le niveau à partir duquel on a le droit de faire grève? Ça m'intéresse. Je sais pas, en géopolitique, les armes nucléaires, t'appuies pas sur le bouton tout de suite. Mais c'est pas un bouton nucléaire, enfin de quoi tu parles? C'est pas un bouton nucléaire. T'as fait la queue en ce moment? Oui. Il est en vélo. Une heure et demie. Non, mais c'est pas le bouton nucléaire. La grève et bloquer la France, pour moi, c'est le bouton nucléaire. J'allais rien dire, mais en fait, c'est nul. Alors, donc à quel niveau de salaire on a le droit de faire grève? Ça m'intéresse. Alors d'un côté, on remet en question le droit de grève, personne n'a dit ça, et de l'autre côté, c'est quel est leur niveau de rémunération. Non, la question, c'est pourquoi ils font grève. C'est ça le vrai sujet. Pour des augmentations de salaire. Dans des augmentations de salaire dans un groupe qui a fait 14 milliards d'euros de profit. Et alors, ils ont qu'à faire de l'épargne salariale. Et ils refusent. C'est l'expression légitime de salarié. Les mêmes refusent de faire de l'épargne salariale pour devenir actionnaires. Et dans ces cas-là, ils toucheraient des dividendes au travers de leur épargne salariale. C'est le dialogue social, les mecs. Ce qui me fascine, cher à monsieur Ce qui me fascine dans cette histoire, c'est que mes chers amis libéraux, défenseurs donc des accords d'entreprise, défenseurs du dialogue social, et qui d'autre part fustigeaient François Hollande, mais quel pauvre truffe, il comprend rien, quand il disait qu'au-dessus de 4000 balles, on était riche. Les mêmes sont en train de dire le dialogue social, on s'en fout complètement. L'important, c'est que ma voiture puisse être pleine d'essence. Et les mêmes disent, alors c'est peut-être pas 4000, il y a de l'inflation, à 5000 balles par mois, on est riche. On a juste le droit de se taire. Stéphane, je redis, non. Voilà. Je vous mets face à vos contradictions, moi je fais rien d'autre. Pardon, d'abord, moi j'ai jamais dit ça, je le redis. La question, c'est pourquoi tu le fais? Parce que là, aujourd'hui, ils demandent des augmentations de salaire. Je suis d'accord avec toi, il y a de l'inflation, n'importe quelle entreprise, et on va en parler, doit s'aligner comme elle le peut sur cette augmentation du coût de la vie. En face, il y a d'énormes bénéfices, très bien. Pendant les 2 ans, il n'y en avait pas. Si tu entérines des augmentations de salaire aujourd'hui et qui se repassent à un moment donné où il n'y a plus de bénéfices, les augmentations de salaire sont entérinées. Et l'entreprise, dans ces cas-là, s'écroule. C'est pas un camp contre un autre, libéral contre la gauche, le machin. Rien à voir avec ça. C'est le chef d'entreprise qui est parti avec pas grand-chose et qui a toujours fait attention au moindre euro. Parce que quand tu as des bénéfices, tu les investis pour grandir. Tu les investis pas pour solidifier ceux qui sont là. Total, là. Qu'est-ce que tu racontes, camarade? Ils ont perdu de l'argent pendant 2 ans, Total. 40%. Et d'ailleurs, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. 40% du cash flow part vers les actionnaires cette année. C'est très bien. Et dans le cadre d'un dialogue social, les salariés disent « Tiens, c'est pas mal, 40% du cash flow ». Dans ces cas-là, je te le redis, deviens actionnaire indirect par l'épargne salariale en tant que salarié de Total et partage le profit, pas mais c'est dingue ça, tu imposes. Et donc j'ai bien raison, tu imposes de manière quasi soviétique aux salariés la façon dont ils doivent être rémunérés. Non, Stéphane, il y aura augmentation de salaire au moment des entretiens individuels annuels sur la base de ce que j'ai dit. Il y a le concept philosophique de la grève. Quand j'entends la CGT dire et développer un concept de grève préventive, moi je m'inquiète. Mais pourquoi préventif? C'est pas préventif. Écoute Martinez, il en parle de cette grève préventive. Non, mais t'intéresses pas à Martinez, intéresse-toi aux mecs de Total. Ils parlent pas de grève préventive. Ce matin, sur d'autres chaînes concurrentes, c'est le délégué syndical CGT qui vient présenter sa fiche de paye à 3007 et qui te dit, moi je gagne 3700 € net et je bloque Fos-sur-Mer. D'accord, mais tu me parlais de préventif. Oui, personne n'a parlé de préventif. Le concept de grève, je veux bien que ce soit quelque chose de constitutionnel, je suis favorable, etc. Mais l'utiliser avant même de commencer des discussions... Non, c'est pas vrai, Aziz. C'est pas vrai, c'est pas Total vrai. en tout cas. Non, non, Total a pris... ExxonMobil a eu cette réunion avec ses délégués syndicaux. Attends, on va pas y passer une heure. Ils se sont réunis... Non, ça date du printemps. L'échec des négociations et l'échec des clauses de revoyure, ça date du printemps. Du printemps de l'été,
Voilà. Et ensuite, Total a dit, bon, bah, c'est non, point, il n'y a pas de clause de revoyure, on verra plus tard, vous avez déjà eu ceci, cela, etc. et tout. Ah bah c'est bien de le rappeler. Et bah, évidemment. Mais moi, c'est... Non, mais et d'ailleurs, ça a été de devoir défendre Total. Ça a été en partie... notre position à C'est nous. vrai. Ça a été en partie... On se retrouve à défendre un truc qui est l'antithèse de tout ce qu'on fait au quotidien. Nous, on se bat dans des petites entreprises. Et bah, pourquoi tu le défends, le défends pas? Tous nos salariés. Bah si, parce qu'en fait, je défends ce qui tue la France. Et ce qui nous emmerde, parce qu'il faut utiliser le mot, ce qui nous emmerde. Ouais, mais justement, avec ça, vous perdez votre lucidité. Non, c'est contre-intuitif d'un point de vue financier. Mon métier, Stéphane, c'est contre-intuitif d'un point de vue économique et financier d'entériner des coûts. Bon, quand il y a des profits, tu investis, tu n'entérines pas des coûts, tu protèges pas des gens, tu garantis l'entité morale de la société. C'est comme ça que ça le rythme. Mais si, c'est comme ça, bah, Stéphane. Tu Mais vas voir. Total, parce que tu m'as dit, j'ai laissé passer d'un mot, Total a fait des pertes pendant 2 ans, mais où ça? Total ne fait pas de pertes depuis au moins, j'en sais rien. En France, après, on peut discuter du reste. Mais C'est non, pour ça mais qu'on se retrouve à on s'en fout défendre de un la truc qui est France, pas Total est un défendable. groupe mondial, on s'en fout de la Là, France. c'est les salariés français qui sont concernés. Là. Oui, mais les salariés. Alors, en Birmanie. Non, mais tu vois, c'est pas non, pour ça. On se retrouve à défendre. Oh, ça sert à rien. On se retrouve à défendre. Stéphane, non, mais attends, c'est pas possible. Je peux pas te laisser dire, pardon de le dire, je peux pas te laisser dire n'importe quoi. Il y a une différence entre la fiscalité, qui effectivement, tu payes tes impôts à l'endroit où tu fais tes profits, et puis la politique salariale d'un groupe, qui elle peut tout à fait être mondiale. Il y a des tas de groupes, Schneider Electric par exemple, a une politique salariale mondiale, et là, en l'occurrence, les profits de Total, ils peuvent être redistribués à l'ensemble des salariés. Donc toi, ça te choque pas que le mec à 5 000 balles bloque la France pour une augmentation à 5 500 ou à 6 000? Moi, je vous mets en face de vos contradictions. Est-ce que pour toi, c'est acceptable ou pas? Aziz, le sujet, on est toujours... Ouais. C'est une phrase d'Olivier Besancenot que je vais prononcer. On le savait. On est toujours le cheminot de quelqu'un. C'est-à-dire que tu considères qu'effectivement, toi, tu considères qu'à 5 000 balles par mois, on n'a pas le droit de faire grève. Mais... J'ai pas dit qu'on n'avait pas le droit. Non. Mais je trouve ça indécent. Tu trouves ça indécent. Mais de la même manière, des tas de salariés trouvent totalement indécent, par exemple, les super profits et les retours aux actionnaires. Ouais. Le sujet est le même. Non. Ce sont des sujets de politique. Non. Ah bah vous dites que non. Ok, moi je veux bien que vous disiez que non. Le sujet est le même. Ce sont des politiques d'utilisation par une entreprise privée de ses profits. Ça reste au cœur de l'entreprise privée. Bien. Si à un moment, il y a un trouble manifeste à l'ordre public, alors l'État, sous la supervision d'un juge, procède à des réquisitions. Service minimum. Point à la ligne. Très bien, très bien. Ok. Mais conclusion, on est tous d'accord. Service minimum. non, on n'est pas d'accord parce que vous leur déniez le droit de faire grève. Non. Moi, je Moi, dénie je dis que rien ça du tout. m'emmerde. T'as pas écouté, Stéphane. Moi non plus. Je me suis mal exprimé, pardon, il faut dire comme ça. Je me suis mal exprimé. Moi, j'ai aucun problème avec le droit de grève. Je te le dis, ils ont le droit s'ils sont pas contents. Je dis juste que là, ça n'est pas cohérent. Les raisons pour lesquelles elles sont contre-intuitives d'un point de vue économique et surtout, ça n'est pas le moment. Sauf que ils ont les armes pour le faire. Ils peuvent le faire. Ceux d'LVMH, avec les super profits d'LVMH, ils pourront pas faire. Pourront pas mettre le bordel comme ceux de Total. Total, ils tiennent le pétrole, ils tiennent l'essence. C'est malhonnête. Tu crois que le minimum. blocage des sacs à main va pas, avenue Montaigne, créer une émotion? Ça donnera moins de Allez, gens. Nicolas. Ouais. Bon, moi, je vais sortir un petit peu du débat parce que d'abord, je suis. Parlons des hausses de salaire de manière plus large. On va en parler. on va le rouler. Je suis pas vrai. Par contre, ce que je trouve malheureux dans le management et dans la gestion des ressources humaines, c'est la communication de la direction générale de Total. Ah, ça, on est d'accord. Je veux dire. Maintenant, il faut écouter les salariés, même les plus modestes, même s'ils ont des revenus confortables et au-dessus de la moyenne de ce que l'on peut gagner en France. Moi, ce qui me choque plus, c'est d'annoncer une remontée de distribution de dividendes de 2,6 milliards au niveau du groupe Total, là, auprès des actionnaires, tel qu'on vient de l'entendre. C'est l'orchestration, c'est la validation de l'augmentation des salaires du comité de direction, quand on n'a pas réglé, évidemment, auprès des salariés les plus modestes de l'entreprise. Là, il y a un problème de timing, il y a un problème de communication, et je trouve que là-dessus, ils ne sont pas très bons sur le sujet. Voilà. Alors, parlons plus largement. Je peux juste rajouter une petite chose, juste sur la grève. J'aurais aimé, plutôt que d'avoir à bloquer la France, comme le font le cheminot ou d'autres, c'est qu'ils aient une approche de la grève différente. Pourquoi bloquer l'essence au lieu de le faire gratuit pour les Français, pour les distributeur. Mais t'es pas distributeur. Mais non, mais Aziz. Sur les stations Total, ils le peuvent. Mais non, c'est pas les gars des raffineries. Mais ils sont pas distributeurs, les gars des raffineries. C'est deux réseaux, c'est deux différents. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Vous couperez au montage. Non, mais c'est une bonne idée. C'est ce qui se fait sur les péages. Les péages gratuits se fait beaucoup. Oui. Voilà. Mais là, ils peuvent lever le truc, tu vois. Voilà. Oui, parce que tu as réfléchi, manager de transition, sur donc pression sur les salaires.
Donc, tu disais 3 typologies d'entreprises, ça m'a fait mal parce que tu dis, il y a les grandes entreprises qui peuvent sans problème augmenter leur salaire. Tu citais Total dedans, mais c'est un truc, on s'écrivait ça il y a 2 semaines. C'est vrai. Mais voilà, bon, voilà. Mais c'est PME, ETI, etc. Là, il y a un sujet de pression salariale. Non, il y a un sujet terrible auquel on est confronté aujourd'hui dans les négociations, c'est qu'on ne vit pas tous la crise actuelle de la même manière. Pourquoi ? Tout simplement parce que, je le vois, on travaille avec des grandes entreprises qui travaillent notamment dans les Hauts-de-France, dans les fameux fourneaux des groupes ArcelorMittal, de toutes les filiales qui ont ces grands fourneaux aujourd'hui, où vous avez un coût de l'énergie qui a été multiplié par 10, et qui aujourd'hui, un fourneau, quand vous l'arrêtez, il vous faut des mois et des mois pour le remettre en fonctionnement. L'arrêter, c'est tuer l'outil industriel. Et donc, c'est très compliqué. Vous êtes pris entre, d'une part, une telle hausse des coûts de l'énergie que si vous arrêtez votre outil de production, vous ne pourrez pas le relancer. Donc derrière, c'est chômage de masse, destruction d'emplois et l'incapacité, et surtout c'est laisser le champ à la Chine, parce qu'en fait le sujet stratégique, il est à ce niveau-là. On l'a vu également dans le secteur de l'agroalimentaire. On a vu ce producteur d'endives, pareil dans les Hauts-de-France, qui voit sa facture énergétique passer de 80 000 à 800 000 euros. Il dit, on ne fait plus d'endives, c'est plus possible. On ne peut pas augmenter le prix de l'endive, de le majorer, de multiplier par 5, par 6, par 8 les tarifs. Donc, il y a des enjeux majeurs, et c'est vrai que le discours qu'on entend aujourd'hui dans les médias, et surtout auprès de nos politiques, on le voit bien, il faut augmenter les salaires, il faut soutenir l'économie, ça n'est pas le même sujet pour toutes les typologies d'entreprises. Il y a des entreprises qui peuvent... Nicolas, le chiffre, parce qu'on le connaît, le chiffre c'est 20% aujourd'hui des entreprises, 20% des chefs d'entreprise disent qu'ils sont lourdement impactés par la hausse des prix de l'énergie. C'est 20%, c'est important, ça n'est que 20%. Donc le gouvernement peut légitimement d'un côté dire ceux qui le peuvent doivent augmenter les salaires, et d'un autre côté, même si je pense qu'il n'a absolument pas à dire ça, et puis d'un autre côté, et je voulais ton avis là-dessus, le mécanisme là qui va se mettre en place, c'est qu'en fait l'État va se porter garant auprès des fournisseurs d'énergie, des entreprises qui auront des difficultés. Les critères étant, il faut que ta facture d'énergie soit au moins égale à 3% de ton chiffre d'affaires. 3% de ton chiffre d'affaires, donc tu viens assez vite. Et si tu es impacté, tu viens assez vite. Et il faut que tu aies des bénéfices en baisse, donc les bénéfices, donc plus le chiffre d'affaires, là, mais le résultat, donc c'est un bon calibrage, que les résultats soient en baisse sur l'année 2022. À ce moment-là, tu as droit à tout un volant d'aide, et surtout, puisqu'on est, tu sais, dans les renégociations des contrats pluriannuels, et c'est là où les fournisseurs d'énergie disent oui, vous, le producteur d'endives, là, vous voulez bien signer pour 3 ans, j'en sais rien, moi, 150 € le mégawattheure, mais est-ce que vous serez encore là dans 3 ans? Est-ce que vous avez les moyens de me payer, etc. Et tout. Et l'État va se porter garant. Voilà. C'est la mécanique qui est mise en place. Alors, la mécanique, encore une fois, elle est intéressante, mais moi, le point que je soulève pour revenir sur ces hauts fourneaux, c'est l'impact stratégique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a lancé un grand plan de réindustrialisation en France. Vous savez qu'on a détruit plus de 2 millions d'emplois entre 1999 et jusqu'à, on va dire, 2015, 2017. Bon, voilà, on a détruit massivement. On a commencé à réinvestir, France 2030, les plans de relance, l'après-Covid, etc., pour commencer à réindustrialiser au niveau du pays. Mais là, il y a des choix stratégiques. C'est même pas du court terme, du moyen terme. C'est quelle industrie on veut en France dans les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans qui viennent. Et là, les hauts fourneaux, c'est un vrai combat. Ils sont soutenus. Stratégique. Mais ils seront soutenus, justement. Oui, non, mais il faut Et c'est plus avec les États-Unis qu'avec la Chine, d'ailleurs. C'est en fait, les parts de marché, c'est les États-unis qu'elles vont partir. C'est plutôt aux États-Unis, c'est vrai. Aux États-Unis où le coût du gaz est, alors je disais 7 fois la dernière fois, les choses c'est en gros 4 fois inférieur aujourd'hui pour l'industrie américaine. Mais c'est colossal pour l'industrie américaine que pour l'industrie européenne. Donc ça donne quoi sur les salaires, tu dis, Nicolas? Ça veut dire que tu as beaucoup d'entreprises qui en fait sont en ce moment dans un corner à cause de leur énergie et qui ont en face d'eux des salariés qui, il faut ouvrir son bilan à ce moment-là, il faut leur montrer aux salariés où on en est, regarder la facture. Enfin, je pense qu'ils comprennent, les gars. Ils sont Alors, c'est vrai, mais c'est vrai que la puissance médiatique et au travers du gouvernement, des instances, des assemblées, on parle sans arrêt d'augmenter. Donc, il y a une espèce d'amalgame général. Et dans certaines situations, et tu as raison de le souligner, Stéphane, ce n'est pas toutes les entreprises, mais un nombre non significatif aujourd'hui se retrouve confronté à double peine. J'étais avec un entrepreneur que nous accompagnons, qui a 700 salariés, qui est dans le domaine du BTP, qui fabrique du béton. Ouais. Bon.
C'est terrible pour lui aujourd'hui. Alors, revenir dessus, il est emmerdé depuis une semaine parce qu'il n'a plus de cul, il n'a plus de fuel, il ne peut plus livrer ses marchandises parce qu'on ne vient pas le ravitailler en pétrole. Et alors là, il commence à en avoir ras-le-bol, ce qui me dit après la crise du Covid, après les arrêts de maladie, après les fermetures administratives, on se retrouve encore avec un énième géré. Il a un coût massif de ces matières premières qui flambent, bon, toutes les raisons qu'on a évoquées. Donc on attend tous les dispositifs de l'État, mais qu'il faut mettre en place, qu'il faut gérer, calculer avec les éléments qui sont donnés. Et en plus de ça, il emploie quoi ? Il emploie à 90% des ouvriers qui gagnent entre 1550 et 2000, 2200 euros par mois et qui entendent toute la journée aller demander des augmentations de salaire, le pouvoir d'achat, l'inflation est très forte, etc. Donc ils sont pris aujourd'hui dans une négociation qui est terrible, où ils n'ont pas encore tous les paramètres pour régler les 3 enjeux que j'évoque là, et pour lequel on essaye d'accompagner pour gérer, parce que pour eux, c'est très compliqué. Stéphane. Et pour autant, les salariés, c'est pour ça que sur le sujet de Total et les autres, il n'y a pas de remise en cause de la revendication fondamentale. Non. L'inflation, le salarié qui gagne 1500 ou qui gagne 5000, il le prend plein fouet, l'inflation en ce moment. Donc quelque part, le salarié, il a aussi, c'est pas le droit, parce que j'aime pas cette notion, il a aussi, il y a une certaine cohérence à ce qu'ils viennent justement Bien demander sûr. à ce moment-là. C'est pas que parce qu'on lui répète, demande des augmentations, demande des augmentations. Il le voit au quotidien quand même. Que... Le vrai sujet d'ailleurs, ça n'est pas l'augmentation de salaire en tant que telle, c'est ton pouvoir d'achat. Si tu augmentes tes salaires de 5%, mais que tu as une inflation à 10%, Le reste à vivre. c'est le reste à vivre qui compte derrière. Ouais, Et donc c'est pour alors, ça que le problème est très compliqué. Et puis on peut voilà. aller encore plus loin, parce que moi qui surveille ça, parce que ça fait partie de mon métier, on voit très bien que les Français, dès qu'ils ont des augmentations de salaire ou des choses comme ça, c'est le taux d'épargne qui augmente, parce que les Français sont frileux, donc en général ils placent les augmentations et ils ne les dépensent pas plus. C'est tout le problème de notre système qui se veut keynésien, et pour autant nous sommes des fourmis. Mais c'est hyper important, Stéphane, ce que vient d'expliquer de façon très factuelle Nicolas, parce qu'en fait, évidemment, toutes sortes d'entreprises sont confrontées quelque part au même scénario macroéconomique. Mais alors les réactions ne sont pas du tout les mêmes. Tu disais, ouvrez vos bilans. Évidemment, une boîte comme Net Investissement, on peut encore discuter, on les voit tous les jours, on les connaît tous, ils savent, ils partagent des trucs, ils voient bien qu'on dépense aussi. Et puis toi, c'est sur le haut du panier, toi, en plus. Ouais, oui, parce qu'on a plutôt des salariés de l'IT. Enfin, ils sont pas mieux payés que les mecs des raffineries, hein, en vrai. Sauf que on a des gens, on a des gens avec qui sont très dans le LC, dans le bien vivre au travail, donc ils ont plutôt eu des revendications sur l'aménagement des bureaux, le flex office, le télétravail. On est plus dans cette optique-là que l'argent, parce que c'est vrai que dans une raffinerie, c'est pas super funky, quoi. Surtout la nuit. Donc c'est hyper important parce qu'en fait, tu dis ouvrir le bilan. Oui, bah voilà. Le problème, c'est que les Français, ils sont pas. Il a plutôt tu sais, cette vieille culture du choc capital-travail. Ils ont pas la culture. La preuve, l'engueulade qu'on a encore sur Total. Dans les entreprises, mais si, bien sûr que si. Stéphane, non, parce qu'en fait, sinon, quand tu fais si le chef d'entreprise, parce qu'on parle de PME là, hein, si le chef d'entreprise, il n'est pas capable de rassembler ses gars et d'ouvrir les bilans, alors il faut qu'il se mette quand même très très vite à essayer d'améliorer son dialogue social. Une fois que tu les ouvres, les bilans, c'est le même sujet que quand tu veux revendre ta boîte ou la transmettre et que tu es obligé de demander aux salariés, ils ne comprennent pas tout ce qui se passe et ils pensent qu'à une seule chose, c'est que toi, t'es patron et que tu te gaves. Non, je ne suis pas d'accord du tout. Stéphane. Pas d'accord du tout. Non, parce qu'après... Aziz, comment tu vois le truc ? Moi, je suis partagé. Parce que ouvrir les bilans aux salariés, il y a quand même un risque de rupture de confidentialité ? De rupture de confidentialité et d'immission parfois dans la gestion. Quand tu es une petite boîte, c'est pas le conseil d'administration d'une SCOP ou d'une coopérative. Le risque, c'est Bibi qui le prend. Les tripes chez le banquier, c'est Bibi qui les a. Donc on va pas commencer à dire que la masse salariale égale l'entrepreneur. Moi, si on me saisit ma maison pour le risque que j'ai pris sur ma boîte, je pense pas qu'on va faire la même chose chez les salariés. On veut bien distribuer, mais il y a un risque aussi qui est là. Ce que je veux dire par là, c'est que expliquer, faire de la pédagogie, oui, mais il y a toujours une marge de salariés qui vont se dire, bon, bah, je ne trouve pas mon compte ici, dans un contexte de marché économique et d'emploi en particulier, où on ne va pas se mentir, hein, c'est facile de quitter une boîte et d'en retrouver. Ah, bien sûr. Donc, on a aussi, pour ces PME, une difficulté à encaisser le départ de 1, 2, 3, 4 personnes qui vont se dire, parce qu'à la marge, sur 50, on a toujours 5-10% qui ne vont pas y trouver leur compte. Donc, oui et non, et je pense que ça se fait au cas par cas en fonction de la culture de l'entreprise. C'est un bon axe, mais ce n'est pas suffisant. Ouais. Par contre, moi, je trouve que c'est un très bon... En fait, posez-vous la question de savoir si vous pouvez le faire. Et si vous ne pouvez pas le faire, peut-être travailler et réfléchir au dialogue social. Voilà, ouais, je pense. alors, Vas-y. ouais, il y a peut-être un mix entre les deux. Personnellement, je l'ai toujours fait.
dans toutes mes entreprises. Et ça m'a aidé d'ailleurs à surmonter terriblement la fameuse crise de 2009. Quand j'ai commencé, je reprends cet exemple-là, mais quand j'étais frappé et que je me suis retrouvé en redressement judiciaire, il y a un moment, je me suis posé la question, comment je vais faire pour mobiliser mes équipes dans le contexte actuel et de donner du sens à tout ça. Nicolas, tu as des salariés en face de toi qui peuvent comprendre ce que tu dis. Non, je me souviens d'une boîte de transport que j'ai eue, tu réunis 50 chauffeurs et tu leur expliques 2-3 choses, je vais te dire, tu vas pas faire le même effort. Mais oui, mais là on parle d'épiphénomènes, Aziz. Ça représente quand même quelques boîtes. Oui, mais Aziz, Le BTP, j'accompagne. le transport, etc. Aziz, aussi le niveau des collaborateurs. J'accompagne un entrepreneur qui a des électriciens, des plombiers, c'est des ouvriers avec d'origine marocaine, algérienne. Bon, t'inquiète pas, je discute avec eux. Tu sais quel est le cours que je leur ai fait il y a une semaine ? Je leur ai expliqué que le net qu'ils touchaient sur leur compte bancaire, ça coûtait 2 fois ça au chef d'entreprise, au fameux Christophe qui était le patron de chef d'entreprise. Et je l'ai expliqué simplement. J'ai pris un bulletin de paye, j'ai montré, on a donné du sens, on a donné de l'explication. Voilà. On avance. Expliquer que c'était pas au chef d'entreprise que ça coûtait, c'était aussi à eux. Parce qu'il y a tellement de charges qu'en fait leur net est trop bas. Mais évidemment. Non, je voulais juste savoir, tiens, mais Nicolas, garde, parce que on va voir. C'est pas le patron qui paye, mais le client. Le quoi qu'il en coûte là, moi je voulais savoir où t'en étais quand même, parce que donc là, tiens, on va voir un post de ton compte Twitter où tu fustiges l'ensemble des gouvernements sur la remontée de la dette. Voilà, tu mets donc tu mets une page des Échos avec, tiens d'ailleurs le 10 ans français a passé les 3% là aujourd'hui. Voilà, bienvenue au club. Donc on arrête alors. Non, parce que ce que je viens de t'expliquer là, sur l'État qui se porte garant, sur l'aide justement aux fourneaux, à l'ensemble de ceux qui sont électro-intensifs, ça va nous coûter une 50aine de milliards, donc on arrête. Non, mais attends, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus soutenir. Ça veut dire qu'aussi, en parallèle, quand on décide d'investir, il faut opérer les grandes transformations structurelles de l'État français. Parfaitement. Ce que je trouve insupportable, et toi qui es un économiste avisé, Stéphane, je t'invite à regarder l'évolution du PIB français, du PIB français depuis 15 ans, et de regarder nos dépenses. On a eu les 2 plus grandes crises de toute l'histoire avec la crise de 29. On a toujours, continuellement, augmenté le nombre de fonctionnaires, de dépenses, sans arrêt. Dans une entreprise, quand on traverse une crise, tu baisses, tu comprimes ton budget, tu transformes, tu priorises tes actions et tes investissements. Ce que je reproche... une logique de chef d'entreprise et de gestionnaire. L'investissement politique, c'est pas comme ça. L'investissement politique, quand un élu, un ministre, un gouvernement regarde, il regarde d'abord, excusez-moi, on se parle franchement, si c'est électoralement bankable ou pas. Leur intérêt et leur vision, c'est de savoir si la prochaine élection... Mais il le sait bien, ça. Aziz, c'est pas de savoir justement si ça va être rentable ou pas. Aziz, je le sais, mais quand l'Allemagne a opéré sa grande transformation entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, ils ont transformé, ils ont réduit considérablement la dépense publique, Exactement. Alors ils ont perdu les élections, mais tu remarqueras aussi... quand même, d'un point de vue esprit. Je ne suis pas sûr que le président Emmanuel Macron ait brillamment remporté la dernière élection. Je pense que les 5 ans, ça va être très très long pour lui, vraiment très long pour lui. Tu as raison, parce que en fait, ça marche plus en plus. Bah non, ça marche plus. Bon. Nicolas Sarkozy aussi, dans les 2 dernières années, avait sorti aussi le carnet de chèques, payé, etc. Ça n'a pas franchement marché. Quant à François Hollande, il ne s'est pas représenté. Donc ce mécanisme-là ne fonctionne plus. Je ne suis pas en train de dire il ne faut rien soutenir et ne pas donner. Je dis juste qu'en parallèle de ça, il faut transformer et réduire notre dépense publique pour la rendre surtout plus efficace. Parce que le seul constat que je fais quand même, à 46 ans, c'est qu'on n'a jamais payé autant d'impôts, jamais payé autant de TVA. On n'a jamais eu des services publics aussi faibles, que ce soit dans la santé, dans l'éducation nationale, sur la sécurité intérieure. Le bilan, il est simple. Donc ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. On est champion parmi les champions du monde en matière de prélèvement obligatoire et on est champion du monde dans aucune politique publique. Ni éducation, ni santé. Plus maintenant. Plus maintenant. Donc voilà. Si je voulais résumer, je dirais le contribuable n'en a pas pour son argent. Bah non. C'est la phrase la plus importante. On marque une pause, les amis.